Donc on y va. Alors Maurice, bonjour. Ah bah bonjour. T'es sûr que ça tourne là? Ça tourne. Bon bah super. Ça va? Alors Maurice, j'ai un peu l'impression d'interviewer une légende là. Parce que... Une légende, c'est un truc qui est souvent fini. Tu vois? C'est pas ce que je voulais dire. L'une des choses qui m'aura le plus marqué ces derniers mois, c'est le papier du journal Le Point, je crois, qui fait, à la mort de Ménie Grégoire, qui fait Macha Béranger, Ménie Grégoire et Maurice. Macha Béranger est morte, Ménie Grégoire est morte et moi je suis le seul vivant. Ils ont juste oublié de le dire. Donc quand toi tu viens vers moi et que tu me dis c'est presque une légende, j'ai l'impression que toi aussi tu crois que je suis mort. En fait je suis pas mort. Là je crois qu'on en a la preuve maintenant. Ah, je suis vivant. Non, je dis ça parce que tu as été quand même très innovant dans les années 90 pour libérer la parole sur les radios libres et notamment Skyrock. Et moi, et je suis pas le seul, tu nous as ouvert l'esprit sur pas mal de sujets sans préjugés, je dirais, et tu nous surprenais, en tout cas moi, je peux parler pour moi, je peux pas parler pour les autres, mais tu nous surprenais sur des thèmes quand même souvent assez difficiles à aborder dans les grands médias. Et là, toi, tu y allais, tu te posais pas de questions sur l'antiracisme, sur la violence, sur les jeunes, sur les racailles, etc. Des thèmes éminemment d'actualité aujourd'hui. Est-ce que tu avais conscience à l'époque de bousculer un peu tous les préjugés qui avaient lieu dans la société à ce moment-là? Tu sais, moi je fais la radio que j'ai envie d'entendre depuis toujours. Et c'est pour ça que la personne qui est, on va rendre à César ce qu'on lui doit, la personne qui est vraiment à l'origine, qui a en fait enlevé le catalyseur, c'est un garçon qui s'appelle Bruno Delport, qui est aujourd'hui patron du groupe Nova et qui était patron de WeFM dans les années 90, au début des années 90, qui m'a dit qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu vois, t'es animateur, ça faisait pas longtemps qu'on s'était rencontrés pour faire le rock, machin truc, etc. sur WeFM. Et il m'a dit, si tu te lâchais, que tu ferais? Alors, je lui ai dit, moi, je ferais une émission dans laquelle je parle aux gens. Mais je parle aux gens. Je dis aux gens ce que j'ai moi envie de leur dire. Ça me paraissait pas possible, si tu veux. Là, j'étais déjà formaté. Je venais du groupe Radio France. J'ai quitté en 90. En tant que journaliste ou en tant que... Alors, à la fin, j'étais journaliste. Et au milieu, j'étais animateur et formateur. Et au début, j'étais journaliste. Mais à Radio France. Et donc, si tu veux, c'était... ça m'avait même pas vraiment traversé l'esprit, je vais être honnête. Toi, qu'on puisse faire ça. Et lui, il m'a dit, mais quoi, fais-le. Il m'a dit, vas-y, comment tu vois le truc? Puis on a monté l'histoire. C'est avec c'est lui qui a été le moteur de ça. Et puis après, c'est moi qui me suis tourné vers lui et je lui ai demandé, j'étais directeur d'antenne de WeFM et animateur du soir. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois, quand on a démarré ce truc-là, est-ce que tu crois que tu accepterais qu'on travaille ensemble et que je sois indépendant? C'est-à-dire qu'on continue à bosser ensemble. Et il m'a dit, c'est bien, c'est fou, mais c'est bien. Et donc c'est grâce à ce mec-là, en fait, que Maurice Radio Libre existe, que mon parcours a été ce qu'il a été après. Et alors tu me disais juste avant qu'on commence que tu as été toujours indépendant, finalement, même à Skyrock. Ben oui, puisque c'est ce que je viens de te dire. Puisqu'en 91, j'ai monté ma première boîte, j'ai été le premier indépendant de radio de chez nous. Le premier mec à faire de la radio au quotidien sur un média, donc à Paris à l'époque, sur une radio locale parisienne qui était WeFM, en étant indépendant. Et ensuite, quand les gens de Sky et d'Europe 1 à l'époque m'ont appelé pour me dire viens faire de la radio chez nous, ça a merdé après, mais au début, avec Bruno Delport, on était d'accord. On voulait mixer l'émission sur WeFM et sur ses supports qui étaient les supports nationaux. Et puis ensuite ça a cafouillé parce que le tour de table n'était pas d'accord. Enfin, ça a un petit peu merdé. Pourquoi t'es parti de Skyrock? On n'a pas vraiment compris. Est-ce que t'en avais marre? Tu l'as expliqué à l'antenne de ce que je me rappelle? Non, je me suis bien amusé. Je suis un mec qui a envie de s'amuser. Tu vois, faut que je m'amuse à faire ce travail. Il y en a qui sont obsédés par le blé, qui se demandent, tu vois, parce qu'ils ont envie d'acheter plein d'objets, tout ça, donc ils sont prêts à baisser leur froc. Moi, je suis prêt à baisser mon froc pour m'amuser. Tu vois le plan ou pas? Et donc, quand j'ai signé avec Bélanger et avec Skyrock, l'idée c'était de faire un programme qui a été le programme qu'on a fait.
Ensuite, il a fallu que je lève un peu le nez et que je pense à après. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur le support en te disant que voilà quoi, qu'au bout d'un moment, toi tu vas commencer à t'ennuyer un peu parce que voilà, tu restes, tu fais 4, 5, 10 ans, 15 ans sur un truc que tu maîtrises pas. Donc tu restes enfermé quand même. Tu es chez les autres, hein, tu es chez quelqu'un. Donc on me dit voilà, vous pouvez utiliser la cuisine, les toilettes et les trucs, mais tu peux pas acheter tes meubles, les installer dans le truc. Donc tu restes chez quelqu'un à faire ce qu'il faut. Et j'ai beaucoup échangé avec pas mal d'amis à l'époque, de métier. Et un de mes vieux copains qui s'appelle Franck Marty, qui est patron d'une boîte qui s'appelle Starling, qui faisait à l'époque Qui veut gagner les millions, Le maillon faible, Facile à chanter, etc., m'a dit mais je pense que c'est le moment de voler, quoi. Tu vois, t'es indépendant, t'es sur le support, t'as la notoriété, t'as peur de t'ennuyer. C'est maintenant tout de suite, maintenant que tu as cette notoriété, qu'il faut que tu essaies de tenter ton truc, puisque je voulais créer ma syndication de radio. Et attends, parce qu'il n'y avait pas une émission aussi dont tu avais fait, une émission de télé dont tu avais présenté chez Marc-Olivier Fogel, c'est autre chose? La radio. Bon, parce que tu sais, des choses j'en fais, hein. On dirait pas, hein. Mais j'en fais beaucoup. Et comme tu parlais de télé? Non, je parlais pas de télé, je parlais de quelqu'un qui fait de la télé. Tu vois le plan, quoi. Et je t'expliquais qui était cette personne. Le contexte, c'est voilà, ce mec qui faisait ça. Aujourd'hui, il fait encore Qui veut gagner des millions et je sais plus. Et on a décidé de s'associer avec ces gens-là et on a monté le premier studio indépendant de radio qui diffusait donc sur 130 fréquences en France, sur Sud Radio, sur radio machin chose, enfin, sur 130 fréquences en France. On avait ce studio qui était dans les locaux de Starling Productions dans le 15e, à la mairie du 15e. Et dans le sous-sol, on avait monté notre studio et on faisait notre direct tous les soirs depuis là. C'était ça, Maurice Radio Libre? On a démarré, voilà, le 11 juillet 97, on a démarré Maurice Radio Libre depuis cet endroit-là. Parce que justement, c'était soit je restais à Sky jusqu'à ce que mort s'en suive, l'audience se casse, je m'ennuie, ça marche plus. Soit je me disais, je profite de l'impulsion et pendant que je suis encore en l'air, au lieu de redescendre vers mon truc, je bifurque et je fais. Et on a lancé Maurice Radio Libre comme ça, avec ces gens-là, avec l'aide de Berda et d'Abessat. On diffusait sur Abessat, on envoyait ça à toutes les radios et beaucoup d'autres partenaires qui étaient plutôt Coca-Cola, des gens qui nous ont qui ont permis en fait de faire le produit. Alors on va revenir sur mauriceradiolibre.com donc juste après, mais j'ai pas l'impression que tu as répondu vraiment à ma question sur la manière dont tu as fait prendre conscience de certains thèmes, qu'on pouvait les aborder, parce que je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais en France, en tout cas, étant d'origine antillaise, c'est ça, je crois? Je sais pas. N'étant pas blanc, tu peux te permettre de parler à SOS Racisme comme tu leur as parlé. Ou tu peux parler des banlieues comme tu en parlais sans qu'on te taxe automatiquement de raciste. Et cette vidéo-là, par exemple, elle circule encore aujourd'hui à des centaines de milliers de vues. Donc, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Je pense que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre autre chose. Je dis pas la vérité, moi je dis ce que je pense. On est dans un pays, la France c'est un petit pays, et c'est un petit pays avec peu de médias. Peu de médias qui appartiennent à peu de gens. Et ce qui est logique, si tu es patron de Enquêtes et Débats, et puis de TF1, et puis de machin chose, on verra sur Enquêtes et Débats, TF1 et RMC, si tu en es le propriétaire, un peu le même genre de choses. Quand tu as un mec qui va vouloir faire un truc qui se fait plutôt sur RTL et pas sur Enquête et Débat, tu vas dire à tes gens, écoutez, va travailler sur RTL. Chez nous, on fait pas ça. Et le problème de nos radios, de nos télévisions et de nos journaux, c'est qu'ils appartiennent à peu de gens. Et ces gens-là, ils ont, ce qui est normal, de l'influence. Et on retrouve un peu la même chose. Donc il se dit pas grand-chose chez nous. Tu vois, on est en... Donc quand tu as quelqu'un qui arrive et qui dit autre chose, qui dit un truc que d'autres gens, que moi, disent en fait. Ceux qui sont sur ce canal-là se disent ah ben tiens, enfin, il y a une porte qui doit être ouverte quelque part parce que je sens qu'il y a un air différent. Donc voilà.
je ne fais que dire ce que je pense, et je ne suis pas l'unique personne à penser ça dans le pays. Il y a plein de gens qui se rendent compte que voilà, que si on te dit que ton immeuble est dégueulasse et dégradé, on sait très bien que c'est pas les mecs qui habitent dans le 16e qui viennent dégrader les immeubles de Grigny. C'est les mecs qui habitent dans l'immeuble, qui marbitent en sortant de chez eux, parce que personne leur a expliqué qu'en fait, quand ils auront marqué bite, ben, ça va rester sur le mur, et que ceux qui vont venir leur dire « Ah oui, tu n'as pas de chance, machin truc », quand ils auront fini de dire ça, ils vont rentrer chez eux. Ils vont les laisser à une bite marquée sur le truc. Donc voilà. Ce que je dis, c'est ce n'est que de la logique simple que personne ne veut dire, parce que ceux qui vont dire aux gens qui sont dans des endroits dégueulasses vont faire ça pour leur propre promo, dire à ces gens-là « Je suis avec vous, je vais vous aider ». Mais comment aider un mec qui marque bite sur sa propre porte d'entrée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien, puisqu'il le voit bien que c'est lui qui l'a écrit. Donc on peut lui dire, écoute, maintenant que tu as marqué ça, ben c'est marqué, ce sera chez toi, ce sera comme ça, et les autres ne viendront pas chez toi. Donc tu vas rester enfermé. On dit oui, alors on a créé des ghettos, on a créé des ghettos de rien du tout, on n'a rien créé, c'est les mecs qui sont restés là, qui ont marqué des trucs et qui empêchent les autres de rentrer. Et qui créent eux-mêmes ce ghetto dans lequel les autres ne veulent pas venir. Voilà, si on doit aller boire un café, là maintenant on se dit tiens, on va aller boire un café en banlieue, on va aller à Versailles, on va aller à Melun, on va aller à Pontoise, on va pas aller à Grigny, on va pas aller à Corbeil, on va pas. Pourquoi? Parce que les mecs de là-bas vont nous faire chier, parce qu'ils vont venir prendre ta caméra, parce qu'ils vont venir. Mais ce sont eux qui créent le ghetto, c'est pas la France qui a créé ces ghettos. Alors, on a dû te le dire 1000 fois, mais enfin, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent mais ça fait le jeu du Front National, etc. Parce que c'est énervant aussi d'entendre ce genre de réponse là qui veut rien dire. Ça fait le jeu du Front National, je vois pas comment ça peut faire le jeu du Front National. Tu vois? Parce que ça, c'est... ceux qui créent ça sont ceux qui sont dans la cité. C'est pas le Front National qui crée ça. Et si demain le Front National était au guidon, ça resterait pareil. Parce que le Front National ne pourrait pas rentrer. Enfin, tu vois, à moins qu'il propose une autre société avec, je sais pas, des militaires, des obligations et des melons. Le Front National au pouvoir, c'est un pouvoir démocratique, j'imagine. Qui aura tendance, c'est mon regard, qui aura tendance à attiser la haine. À faire que les gens se tirent les uns sur les autres comme Dieudonné, parce que c'est un peu, pour moi c'est le même groupe, c'est les mecs qui font qu'au lieu d'essayer de se demander comment on va mieux vivre ensemble, ce sont les mecs qui disent ah t'as vu si c'est machin truc, c'est à cause de lui que c'est comme ça. Mais quand tu dis c'est à cause de quelqu'un, t'es sous le palo. Tu dis c'est machin qui a mis de l'eau, ah ouais c'est lui, il est dégueulasse, machin truc, mais l'eau reste là. Alors qu'en fait l'idée c'est de se dire si l'eau ne doit pas être là, il faut que quelqu'un fasse l'éponger. On s'organise pour l'éponger. Donc, ça ne fait pas le jeu du Front National, parce que le Front National ne pourra pas changer ça. Personne ne pourra changer ça. Ceux qui pourront changer ça sont ceux qui sont au pied des immeubles. C'est les mecs qui sont au pied des immeubles. Ça arrange plein de gens. C'est vrai qu'on préfère, moi je préfère qu'ils restent à Grigny. Je préfère que les mecs ils restent là, plutôt qu'ils viennent nous emmerder ici. Tu vois, c'est vrai. Je préfère qu'ils soient là-bas. C'est triste pour tous les autres habitants. Parce que ceux qui emmerdent les gens sont peu nombreux, en fait. Ils sont très peu nombreux, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Il n'y a qu'eux qui peuvent prendre des décisions, il n'y a qu'eux qui peuvent faire. Alors la société peut envoyer, je sais pas quoi, les CRS pour leur taper dessus, pour machin truc, je sais pas quoi. Mais bon, ça sera, on va pas installer une compagnie de CRS là pour tout le temps. Donc ça sera juste un petit coup pour rigoler, quoi. Mais alors toi, revenons sur toi parce que tu as décidé de quitter le pays. Je ne sais pas si nos auditeurs le savent vraiment, mais donc là maintenant ils vont l'apprendre. Tu es parti en 2012 pour les États-Unis. Alors pourquoi? Parce que j'en ai marre des gens de chez nous. J'en ai pas marre des politiciens. J'en ai marre de me balader dans Paris et d'entendre les gens de chez nous, ce qu'ils racontent, ça me fatigue. Le comportement global des gens de chez nous. Je trouve que c'est un comportement éreintant. Ce qui rend nos administrations pénibles, c'est rarement l'organisation de l'administration. Ce sont 2-3 guichetiers, pas tous, 2-3, qui font que c'est, que c'est pénible, que c'est difficile, etc. Et donc j'en avais marre de voir ces gens-là. Et j'ai fait une demande de visa aux États-Unis, ils ont accepté, j'ai pris mes bagages, je suis parti. Pourquoi les États-Unis?
Parce que je vais souvent, je suis toujours, je suis plutôt un mec qui se balade sur la planète. Tu incites à voyager d'ailleurs sur ton site. Non, parce que j'aime bien depuis toujours, je suis toujours trimballé, je suis allé voir un peu vivre les autres. Et j'aime bien le mode de vie des Américains. Parce que je trouve que c'est une société qui est plus gentille que la nôtre, à mon niveau de vie. Elle est aussi méchante, la société américaine, que la nôtre pour ceux qui sont dans la merde. Le mec est dans la merde chez nous, là, c'est choquant quand tu viens des États-Unis. Là, ça faisait 5-6 mois que j'étais pas venu. Tu te balades sur le périphérique de Paris, qui est la plus grande ville du pays, Paris, la capitale de la France. Et tout le long du périphérique, tu as des gens qui habitent dans des sacs en plastique. Au début, j'avais perdu le truc. Et je me disais, c'est des ordures qu'il y a. J'ai l'impression que c'était des ordures. Et après, je me suis dit, voilà. Alors, les Américains, ils ont ça aussi. Mais ils n'ont pas ça au centre-ville. Si tu te balades à Washington, autour du Capitole, tout ça, il n'y a pas ça. Il y a des quartiers pour ça. À New Orleans, c'est pareil, il y a ça. Mais c'est le Ninth Ward, c'est dans un coin de la ville. C'est pas au cœur c'est pas au centre-ville. Nous, ils sont là, quoi. Les mecs sont dans la merde, ils sont là. Donc la société américaine, elle est aussi méchante que la société française, mais les gens au quotidien sont polis. Ils ont une surface, un rapport extérieur qui est vachement agréable. Et alors, des États-Unis, donc tu continues ton activité Maurice Radio Libre. Comment tu fais ? Alors j'ai un studio qui est installé à Loyola University, qui est une université américaine. Bon là c'est les États-Unis. Donc tu arrives aux États-Unis, tu dis je fais de la radio, machin truc, je cherche un studio. Là tu as 25 personnes qui viennent te voir. Ah oui, j'ai entendu parler de toi, il paraît que tu cherches un endroit, alors moi j'ai un truc à te proposer. Au début, j'ai fait un essai, il y a un mec qui m'a laissé un immeuble complet. Il m'a dit voilà, je viens d'acheter cet immeuble. Pour le moment, je n'investis pas, voilà, je l'ai juste acheté. Je vais faire des travaux dedans. Si tu veux, tu prends un étage. Je te mets le net, je te mets Internet. Et tu fais ton truc. J'ai encore la clé sur moi. Tu peux y aller. Il y a plein de gens qui sont... La société, elle est ouverte. Bon, c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que sont les maîtres du monde. Les mecs, qui sont intéressés, c'est un truc... Ouais, il paraît qu'il y a un mec qui fait un truc neuf, nouveau, différent. Je veux l'aider. Société au mérite ? C'est une société... c'est une société qui ne passe pas à côté de l'innovation. Voilà. Nous, on passe à côté de l'innovation parce qu'on est un pays de palabres. Alors, si jamais tu as une idée, alors il faut que tu sois en rendez-vous avec une première, une deuxième, une troisième, tu fais 500 rendez-vous et pour le moment, tu fais rien. Ton produit, tu le fais pas parce que il y a plein de gens, alors il y a plein de gens qui vont, qui risquent d'eux, qui vont peut-être, et il se passe rien. Là, les mecs, c'est dès le premier rendez-vous, ils ont la clé, ils palabrent pas. Le mec dont je parle, qui a un immeuble, qui est l'ancien, un immeuble pâté de New Orleans, qui est un vieil immeuble, etc. Ce mec-là, je l'ai rencontré, on a bu un petit truc vite fait au coin là, et puis il m'a dit viens, et le mec c'est le PDG, c'est pas un employé, on t'envoie pas. C'est le PDG qui vient et qui dit ah ouais j'aime bien l'idée, il vient pas avec une secrétaire, un machin, là, qui vient, il a pas beaucoup de temps, paf, il ouvre la porte, il dit ah ouais tu vois on a fait ça, il fait 2-3 blagues, tac, salut, il donne les clés, il bouge, fini, rideau. Donc c'est une société, oui, aujourd'hui la seule radio à faire ça dans le monde c'est la nôtre, à faire des émissions en direct tous les jours, du lundi au vendredi, qui mélange un studio qui est sur un bateau à Paris et un autre studio qui est dans une université aux États-Unis tous les jours. On est les seuls à faire ça, et si on le fait, c'est grâce à l'ouverture d'esprit des mecs en Amérique. Alors à quoi ça sert d'avoir un studio à Paris alors ? Ça permet d'avoir de la musique, ça permet d'avoir des pubs, ça permet d'avoir, c'est là où travaille l'équipe, quoi. Donc la partie technique, on envoie juste le micro et quelques bricoles depuis les États-Unis, et le reste part depuis notre bateau. On est les seuls à avoir un bateau radio qui se déplace, pas un truc flottant qui est attaché avec des bouteilles d'huile et des saloperies et des feuilles mortes le long du quai, mais qui est un truc, quand j'y vais, là je vais y aller lundi,
je tourne la clé et paf, marche arrière et paf, on est sur la scène, quoi. Alors comment tu finances tout ça? Parce que bon, tu avais certainement tes revenus de Skyrock que tu as investi là-dedans, j'imagine, tu avais mis de côté. Mais est-ce que ça suffisait et comment tu vis aujourd'hui? La radio vit aujourd'hui grâce à quelques partenaires qui sont intéressés, qui ont envie de jouer avec nous. Ce sont un peu des gens qui ont un autre regard, qui sont, pour ne citer que Cosette, voilà. On est bon. Qui sont Cosette, le magazine féminin récent, etc., qui est piloté par des gens un peu différents, et puis nos auditeurs. Merci. et nos auditeurs. Il faut un peu pleurer, mais c'est un truc aussi nouveau chez nous. C'est-à-dire que on développe le complexe chez nous du « Ah, mais t'as pas de fric alors !» Alors quand on n'a pas de fric, on baisse sa tête et on ferme sa gueule. Nous, on a créé ce truc-là en se disant, voilà, ceux qui écoutent, dans ceux qui écoutent, il y a des mecs qui écoutent, point. Et il y a des mecs et des gonzesses qui écoutent et qui se disent, j'ai compris, pour que le programme existe, pour ça, il faut mettre des ronds. Donc il y a des gens qui mettent ce qu'ils peuvent. Il y en a qui mettent beaucoup, je remercie. Il y en a qui mettent un peu, il y en a qui mettent très régulièrement, il y en a qui mettent de temps en temps. Et ça nous permet de financer une grande partie du fonctionnement de notre radio. Alors on a quand même des dettes, on a ramé pour payer l'URSSAF qui a été sympa avec nous, on a traîné un peu ces derniers mois, puis ça y est, maintenant on est à jour grâce aux dons. On a encore quelques bricoles, mais on n'est pas aussi endetté que la plupart des radios. Et on ne reçoit pas d'argent, on ne reçoit pas de subvention. Voilà. Du coup, tu payes pas 2 fois les impôts aux États-Unis et en France? Non, toute la partie administrative de Maurice Radio Libre est en France. Donc, de là où tu es aux États-Unis, qu'est-ce que tu penses des événements qui viennent de se passer, qui sont très traumatisants pour le pays? Mais toi, ton regard justement, ça fait longtemps que tu es aux États-Unis maintenant, est-ce que tu vois la France différemment que... déjà, ce que tu disais sur les banlieues, c'était en 96, déjà, ça date. On a la suite, on a ce qui était prévu. Parce que on essaie de faire des petzouilles qui ont fait ces trucs horribles au centre-ville, qui ont commis ces crimes. On essaie d'en faire parce que ça nous permet de gommer nos fautes et nos oublis. On en fait des terroristes de haut vol, des mecs. Mais tout le monde sait que les mecs, ce sont des petzouilles, des petits gars qui étaient des voleurs de bagnoles, en gros, si on regarde leur casier judiciaire, c'est des voleurs d'autoradio qui s'ennuyaient et qui un beau jour ont croisé, peut-être, quelques religieux que ce soit qui leur a dit, bah tiens, tu vas continuer à faire des conneries, mais maintenant on va te donner un label et tu vas pouvoir, la mitraillette que tu as acheté pour 2 francs, qui te servait juste à faire les bijouteries pour voler des trucs, donc tu savais pas trop quoi foutre parce que t'es pas un vrai bandit, elle te permettra de tuer des gens et tu vas pouvoir assouvir en fait ton envie de tuer des gens avec cette mitraillette en ayant une raison. Mais ces gens-là, on sait très bien qu'ils ne sont là au nom de rien du tout. Au nom de rien du tout. Il y a juste à se pencher sur leur casier judiciaire pour comprendre que c'est simplement des gens qui avaient envie de faire des imbécilités. Et malheureusement pour nous, le potentiel il est colossal. Parce que comme on a eu peur, on a voulu en faire des gens hyper importants, et comme on en a fait des gens hyper importants, ceux qui sont les autres voleurs d'autoradio qui sont là au pied de l'immeuble à rien branler aujourd'hui, vont aussi se prendre la mitraillette qu'ils ont cachée dans leur armoire à slip et continuer à tuer des gens au nom de je sais pas quoi. Sur ton site, tu as mis Je suis Charlie. J'ai regardé avant de venir. Je sais pas si c'est toi qui t'occupe de mettre les trucs sur ton site, mais enfin, il y a bien Je suis Charlie. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une hypocrisie quand même de ce gouvernement à prendre la défense de la liberté d'expression, alors qu'honnêtement, puis les gouvernements précédents n'ont cessé de limiter la liberté d'expression année après année? Tu es bien placé pour le savoir. Ce que tu disais dans les années 90, tu pourrais plus le dire aujourd'hui sans tomber sur le coup de la loi souvent. On a mis Je suis Charlie parce que je suis pas tout seul. Maurice Radio Libre, c'est pas commun. Donc je suis pas contre l'idée, le principe global que de montrer qu'on est solidaire
En gros, c'est ça. C'est dire, voilà, on n'est pas à part, on est solidaire, mais je suis Charlie. Bon. Charlie Hebdo, c'est pas la liberté d'expression. Tu vois, ce dont on parle. Alors, il fallait un label, encore une fois, pour qu'on puisse, que tout le monde se tienne la main. Donc, le label, c'est liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est pas l'art de trouver un groupe. Donc là, c'est des religieux, et puis de s'en moquer, en gros. C'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est l'art de s'exprimer, de dire quelque chose. Alors, on sait que Charlie Hebdo a reproduit ces images, pas du tout au nom de la liberté d'expression, mais pour être solidaire du journaliste qui a été tué dans le nord de l'Europe, qui a été à l'origine de ces caricatures. Mais on ne défend pas la liberté d'expression. En France, la liberté d'expression, c'est un truc qui est drôle, ou alors, je sais pas, il n'y a pas de mode d'emploi, les gens ne savent pas s'en servir. Parce que personne ne dit rien dans notre pays. Personne ne dit rien. La France, c'est quand même un pays dans lequel on a eu un président qui avait un enfant, que toute la France a entretenu. Tout le monde savait, enfin en tout cas tous les journalistes savaient que cet enfant existait, et pas un mot n'est sorti. Personne n'a jamais rien dit. Donc il n'y a pas de liberté. La presse est tenue en général par les gouvernants chez nous. Et puis, on n'est pas aux États-Unis. On a une presse qui a besoin... Si moi je veux raconter ce qui se passe à l'Élysée, il faut que je sois accrédité Élysée. Donc si je suis accrédité Élysée, ça veut dire que l'Élysée accepte que je sois là. Et l'Élysée va accepter que je sois là si je dis des choses qui font plaisir à l'Élysée. Si je suis accrédité Élysée et que je soulève les tapis, là il y a un trou, j'ai vu machin truc, je fais du journalisme, mais je suis plus accrédité Élysée, donc je ne peux plus en être. Donc voilà, la liberté d'expression chez nous, non. Tu dis quand même les États-Unis, mais c'est quand même le pays du politiquement correct, donc... Non, c'est une vision de la France. Aux États-Unis, on dit beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de dissidents, beaucoup plus de gens qui s'expriment, beaucoup plus de choses, on entend beaucoup plus de choses différentes que chez nous. Chez nous, on entend deux trucs, quoi. Voilà, point. Aux États-Unis, on entend tout. On entend tout. Aux États-Unis, il y a des mecs qui disent n'importe quoi, comme le Fox News. Les mecs ont envie de dire à Paris, il y a des zones internes. Ils peuvent le faire. Chez nous, c'est pas possible. Chez nous, aucun journaliste ne prendra jamais le risque de dire, voilà, je sais pas où, à New York, à Washington, il y a des zones interdites. Personne ne fera ça. Parce que quand le mec va essayer de sortir son papier, on va lui dire, attends, calme-toi. Bon, c'est vrai qu'on a plus besoin des Américains que de nous pour vivre économiquement. Mais oui, il y a beaucoup plus de chaînes, beaucoup plus de gens de pouvoir, beaucoup plus. Ah, merci beaucoup. Regardez. Ah, l'image. Il est bien, il est bon. Hein. Il s'occupe bien. Là, je vois, il y a de la fumée, là. Oui, on va fumer le narguilé. Qu'est-ce que tu penses, justement, projetons-nous un peu, donc toi tu penses maintenant vivre aux États-Unis. Je ne pense pas vivre aux États-Unis. Je vis aux États-Unis tant que mon visa américain sera valide. Voilà, après ça on verra. Et comment tu vois la France dans 10 ans? Parce que Houellebecq, lui, il la voit islamisée, quoi, tu sais. Bon. J'ai acheté son livre aujourd'hui, j'ai très envie de le lire. Je pense que c'est ça la liberté d'expression. Voilà. On est plus dans la liberté d'expression. Là, le mec, il fait une projection. Alors, je ne sais pas si le livre est bien ou pas. Il fait une projection, et il parle, il dit un truc, voilà ce qui pourrait se passer, voilà comment je vois le truc. Ça, c'est l'usage de la liberté d'expression. Il n'est pas en train d'agresser quelqu'un. Il est en train de faire une proposition. On a, je le dis depuis longtemps, moi j'ai voté pour Nicolas Sarkozy. Quelle année? Il n'y avait qu'une seule fois, 2 fois. J'ai voté les 2 fois pour lui. Je voterai peut-être pas pour une troisième coup. Hein. Pourquoi pas? Parce que j'aimais bien le courage de Nicolas Sarkozy. Même s'il n'a pas tout, n'était pas bien. Hein. Moi, j'aime bien la réforme des universités qu'il a faite. Il a fait des âneries, il a fait des trucs. Bon, c'est pas le Père Noël, c'est un président. Donc j'ai bien aimé Nicolas Sarkozy parce que c'était un mec de courage. Et on n'en a pas beaucoup. Un mec qui a osé faire avec sa personnalité, avec ses amis. Hein. Bon, quand tu as des amis qui ont du pognon,
tu fais un bug pour tes amis qui ont du pognon. Quand tu as des amis qui ont fait l'ENA en même temps que toi, ta promo, tu les places, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai bien aimé Sarkozy pour ça, parce qu'il était un mec de courage. François Hollande, c'est un mec, je pense que c'est un mec super sympa, la personne, plus sympa que Sarkozy, que j'ai déjà croisé Sarkozy, qui est sympa, hein, mais qui est plus tourné vers lui-même. Le problème, c'est il a besoin, François Hollande, d'être aimé un peu. Alors que Sarkozy a moins cherché à être aimé par les gens. Il a cherché à marquer le coup, à s'approcher de ce qu'il avait dit. Et il s'en est approché pour moi. Demain, on va avoir besoin de quelqu'un qui a du courage. Quelqu'un qui va être capable de... Voilà. On n'aura pas le président que les gens croient qu'on va avoir. Les gens veulent un président qui est une sorte de Père Noël qui arrive, qui est joli, qui est gentil, qui dit des choses trucs, qui fait plaisir à tout le monde. Ça n'existe pas, ça. Alors c'est vrai que nous on est un peu des gosses, hein, les Français sont un peu des enfants. C'est normal, on n'a pas beaucoup discuté, on ne nous a pas appris à discuter. Quand on était à table tous, la plupart des gens qui ont été élevés normalement dans notre pays, moi compris, on nous a dit on ne parle pas de politique ni de religion à table, en famille, c'est des trucs interdits. Ça fait quoi ça? Ça fait des gens qui ne savent pas discuter ni de religion ni de politique. Et après ils grandissent, ils arrivent à 50 balais, ils sont au pouvoir, ils sont pareils, ils savent toujours pas parler de politique et de machin, ils savent que se grouper avec les autres pour essayer de crier un truc vite fait, puis après ils se cachent sous la table. C'est ce qu'on fait. Donc on va avoir besoin d'un président ou d'une présidente d'ailleurs qui va porter le coup, quoi, qui va faire ce dont on a besoin. Aujourd'hui, dans le pays, on fait peur, on martyrise le contribuable. C'est-à-dire le mec qui paie ses impôts, qui a son assurance, sa vignette assurance sur la voiture, qui a les pneus qui vont bien, qui roule. Celui-là, s'il fait le moindre petit écart, on le tue. Le mec, il fait 81 km/h au lieu de 80. Le policier lève la main, il s'arrête. Hein. Lui, il ne roule pas dessus au policier. Tu vois, lui, on lui prend sa voiture, on lui envoie des PV, on lui envoie des huissiers. L'autre, le gros con, qui a des mitraillettes dans son truc, qui a piqué une bagnole, qui lui dit je m'en bats les couilles, hein, parce que c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on les reconnaît, parce qu'ils disent à un moment je m'en bats les couilles. Le mec qui dit ça, on a compris d'où il venait et son état d'esprit. Ce mec-là, lui, on l'a laissé filer depuis les années 80 parce qu'il était malheureux, parce que machin truc, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, lui, il fait ce qu'il veut dans la société. Je l'ai croisé hier. C'est le mec, il y a un type qui veut tourner, qui fait un petit coup de klaxon. Lui, au lieu de se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on me klaxonne, je sais pas quoi, il descend de sa voiture, il fait des grands gestes, etc. Lui, il est sans doute pas assuré, il a rien branlé. Eh bien, il va taper sur le mec qui est là, ça va faire une histoire et c'est l'autre qui va avoir des emmerdes, c'est pas lui qui en aura. Parce que lui, la société lui donne du mou. Et c'est son cousin qui a fait, c'est le mec qui a le même état d'esprit que lui, qui a fait les horreurs qu'on vient de vivre. Donc on va avoir besoin d'un président qui va être capable de dire c'est fini. On ne peut pas laisser 300 personnes qui habitent dans un immeuble vivre l'horreur parce qu'il y a 10 connards qui veulent fumer des pétards et qui viennent acheter leur bœuf au pied de cet immeuble-là. Et que cette bœuf est vendue par 3 autres connards qui empêchent les gens de vivre. Donc il faudra un moment qu'on décide d'arrêter ça. Pas qu'on se dise oui on va peut-être le faire, on va bientôt, mais qu'on décide d'arrêter de le faire. Justement, toi tu as débattu avec une jeune de SOS Racisme, ça fait pas mal de buzz. Est-ce que tu ne penses pas que SOS Racisme et l'antiracisme de gauche en général n'est pas responsable en grande partie de cet état d'esprit-là? C'est-à-dire c'est la société, c'est pas ces jeunes issus de l'immigration. C'est surtout la gauche des années 80, hein. C'est François Mitterrand et les gens qu'il a amenés. Ces gens-là qui nous ressemblaient, moi je me souviens, je les ai vus à la télé, c'était incroyable. On sortait de la droite traditionnelle, les mecs en costume, et soudain on voyait dans nos télés, là, on voyait arriver des mecs en polo, c'était en polo, en t-shirt, des gens qui ressemblaient à ceux qu'on croisait dans la rue. Ces gens-là aujourd'hui, ils ont des costumes plus chers que ceux qu'avait Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont une fortune qui est supérieure à la sienne. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je sais pas on les a vus tout le temps, toute l'année. On les a vus à la télé. Dès qu'il s'est passé un truc, qu'ils sont au pouvoir sur Beaubois, on les a vus. Ils ne travaillaient pas.
Enfin, ils avaient des fonctions politiques, des trucs de bénévoles, des machins, des trucs. Et aujourd'hui, les mecs, ils sont à la tête de fortune incroyable. Ce sont ces gens-là qui ont créé ça. Ce sont ces gens-là qui ont dit qu'il fallait pas mettre de notes à l'école, qu'on était tous pareils, que machin truc, ça servait à rien. Ils ont oublié juste que la France, elle est dans le monde. La France, elle n'est pas dans le monde de la France, elle est dans le monde entier. Et que si nos diplômes ne sont pas compétitifs, ben, quand on arrive, tout le monde est d'accord, tout est super, on a une réussite au bac de 99%, parce que même les gens qui ne savent pas conjuguer les verbes, on leur donne quand même, on considère qu'ils peuvent devenir profs de littérature. Bon, ben, ces mecs-là, quand ils se trouvent sur le marché mondial, ben, on leur donne pas de boulot. Et aujourd'hui, ben voilà, on est dans cette société-là. On est dans une société, la société française, c'est une société qui a fabriqué des salariés. On nous a expliqué les patrons, les gens, les actionnaires, les actionnaires sont des monstres, etc. Ils sont partis. On a dit c'était nul. Les enfants, on leur a dit qu'il fallait pas être patron, parce qu'un patron, c'est un mec qu'on traite d'enculé, de connard, tout ça. Donc les mecs ne veulent pas vouloir être patron. Tout le monde veut être salarié. Et fonctionnaire. Et éventuellement fonctionnaire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Bon, il y a 21 millions de personnes ou 22 millions de personnes qui apportent de l'argent, qui font tourner le pays. Sur 65 millions de personnes dans le pays, il n'y en a que 21 millions qui bossent, quoi, qui font rentrer le fric. Donc à un moment, ils ne peuvent pas employer toute la France. Ils ne peuvent pas avec leurs impôts, ça ne marche plus. Donc ce choix qu'on a fait, qui est et qui continue aujourd'hui, d'insulter les gens qui veulent investir, etc. Mais fait que voilà, qu'aujourd'hui on se retrouve avec tous nos salariés, ils sont là, ils sont prêts à faire des manifs. Hein. Dès qu'il y a une manif, là, c'est les routiers. Tout le monde fait des manifs, il y a plein de gens. Mais il n'y a pas de boîte pour les employer. Toi, t'as jamais eu envie de t'impliquer en politique, là, parce que depuis le temps que tu en parles dans ta radio, y a des gens, je suis sûr, qui t'ont demandé de t'impliquer, parce qu'on a besoin d'entendre ce discours. Et on se sent un peu seul, comme moi et d'autres, mais on n'est pas très nombreux à le tenir. Donc, La politique en France, c'est un truc un peu ennuyeux quand même. Parce que l'idée, c'est soit tu fais de la politique, c'est un truc qui n'existe pas chez nous d'ailleurs. Tu fais de la politique, c'est-à-dire que tu arrives et tu dis voilà, moi j'ai des idées, qui est d'accord avec ces idées me suit. Mais une fois que je vais faire ça, alors je fais ça dans mon coin. Quand je vais être élu par 4 petzouilles et que je vais devenir député et que je vais me trouver à l'Assemblée, ça c'est jouable, ça c'est possible. Mais je vais me retrouver à l'Assemblée, là on va me dire écoute, calme-toi, voilà, tu fais partie d'un groupe de gens et le mec qui pense pour ce groupe de gens, c'est le mec qui est là-bas. C'est comme ça que ça marche l'Assemblée. L'Assemblée, donc il y a des patrons qui... Donc celui qui allait tout casser, regarde, on a eu peur, ouais, le Front National arrive à l'Assemblée, voilà, on s'est dit, oh là, l'horreur. L'avocat, là, le mec hyper bavard, comment il s'appelle ? Gilbert Collard. Gilbert Collard. Le mec sait parler, quoi. On s'est dit, oh, Gilbert Collard à l'Assemblée, tu vois, il va... T'en entends parler, toi ? Mais non, parce que Gilbert Collard, il est à l'Assemblée, on lui dit, attends, calme-toi, le chef c'est machin truc, qu'est-ce qui va changer heureusement pour nous. Qu'est-ce qu'ils vont changer les gens du Front National à l'Assemblée ? Rien du tout. Et moi, si je vais à l'Assemblée nationale, je vais rentrer, je vais dire ouais, on va m'applaudir, mes 10 supporters vont m'applaudir. Quand je vais rentrer, une fois que je serai là-bas, on va me dire ah ben non, écoute, là, voilà, si tu veux t'exprimer, tu penses comme ça ou tu penses comme ça. Voilà, il y a 2 idées. Donc tu es dans ce groupe, dans l'autre. Il n'y a pas de place pour un 3e truc. L'organisation de l'Assemblée ne le permet pas. Donc en fait, tu as beaucoup plus d'influence dans ce que tu fais là, aujourd'hui. Ben oui, si, je vais prendre les 10 000 tous les mois. Je vais être gêné. Parce que eux, ils oublient, les mecs qui sont à l'Assemblée. Ils oublient parce que bon, il y en a plein, ils sont contents. Aujourd'hui, ils ont des iPhone 6 qu'ils n'avaient pas avant. Ils peuvent aller dans des hôtels, dans des restaurants dans lesquels ils ne pouvaient pas aller avec cet argent, mais qui est l'argent de gens qui avaient de l'espoir, des gens qui attendaient des choses. Bon. Je vais être gêné de prendre les 10 000 tous les mois parce que quand on va m'attendre à la sortie en me disant alors tu leur as dit je vais dire au mec non, j'ai pas pu. J'ai pas pu le dire parce que il fallait que je choisisse ce groupe ou l'autre. Et bon, tu me connais, je suis allé aux toilettes parce que je voulais pas, tu vois. Soit je gueulais, truc, de toute façon, bon, personne m'écoute. Soit je rentre chez moi, soit bon, voilà.
Mais alors, pour revenir à ma question de tout à l'heure, est-ce que tu penses, je vais la formuler un peu différemment, mais est-ce que tu crains la guerre civile pour la France ? Non. La guerre civile, tant qu'Apple vendra des iPhone 6, 7, 8, 9, 10 et des iPad 2 Retina, il n'y aura pas... Ceux qui gueulent, qui gueulent, le travail, il reste un peu de travail. Le travail est dans les mains de gens qui ne veulent pas partager avec les autres. Parce qu'on les comprend. Parce que bon, les mecs, ils ont envie d'avoir. Ils étaient dans des familles avant, il n'y avait pas deux voitures, il y avait une voiture par famille. Il y avait un week-end, des vacances avec la caravane, machin peu. Les mecs aujourd'hui, ils ont 2 bagnoles, 10 postes de télévision dans leur baraque. Ils ont pris un crédit, ils ont un truc. Et aujourd'hui, ils ont peut-être même la possibilité de se payer une maison de vacances. Donc ces mecs-là, quand d'autres viennent en disant attends, pour le travail, il faudrait revoir, puisque notre problème, il est là. C'est le code du travail, notre problème. Tout le monde le sait. Là, ces mecs-là, ils disent non, touche à rien. Ils veulent rien toucher. Ils veulent qu'on reste comme ça. Ils disent juste, on entend, on veut 250 € de plus, on en veut, ce que font les mecs. Terminé. La révolution, ce serait une révolution de qui ? Les autres, ils prennent leurs ACDIC et le RSA pour avoir des iPhones et Internet à la maison. Je te dis ça parce que c'est tendu. Moi, je vis en province. C'est très tendu partout. Les gens sont tendus. C'est pour ça que je suis parti. Mais quand t'arrives, tu débarques à Roissy, t'arrives dans l'aérogare, tu croises des étrangers, et les Français, tu les sens plus, ils sont électriques. Les mecs ils sont effectivement tendus, les gens de chez nous. Mais ils sont tendus, mais ils ne feront rien. Révolution de quoi ? Le mec, il va lâcher son iPhone. Mais quand tu vois ce que 3 gars, comme tu dis, peuvent faire, il y en a peut-être 1000 ou 2000, non, en ce moment, qui sont capables de prendre les armes. Non mais, alors quoi ? Prendre des armes et quoi après ? Prendre des armes pour tuer tout le monde ? Ouais, bon, et alors ? C'est la guerre. Oui, mais la révolution, c'est pas ça. Faut proposer quelque chose. Ils n'ont rien à proposer, ces gens-là. On est dans un monde qui est un monde de commerçants. On est passé à côté, souvent. On est passé à côté du commerce international parce qu'on a voulu dire nous on est exceptionnel, nous on est ci, nous on est... L'exception culturelle ? On a fait l'exception culturelle qui voudrait dire que les autres sont pas... Leur culture n'est pas exceptionnelle, c'est de la merde. Bon, alors on a un cinéma qu'on finance avec les impôts des gens, avec les impôts qui pourraient nous permettre d'avoir plus de lumière, plus de routes, plus de je sais pas quoi. Alors, on finance le cinéma, on donne à des acteurs qui sont pour la plupart pas très bons. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent se comporter comme s'ils étaient des stars internationales, puisque les mecs ils touchent autant que certaines stars internationales. Et puis voilà, puis notre petit cinéma il reste entre nous. De temps en temps il y a un petit centre culturel à New York, un machin qui diffuse. Alors on dit oui, c'est diffusé en Amérique. Bon, voilà, il y a 50 pelés qui l'ont vu. Les mecs qui sont disent oui, je connais le France. C'est ces mecs-là qui vont voir. Les mecs de la rue, la France, ils savent pas où c'est. Ils n'ont jamais entendu parler. Ils ont entendu un peu parler de Paris, le romantisme, et ils croient qu'Edith Piaf est en tournée et que tous les gens à Paris sont à vélo avec des casquettes sur la tête. Bon, un peu comme toi, là. Un peu comme moi, mais dans l'autre sens. Enfin voilà. Donc si tu veux, la révolution, non, elle n'aura pas lieu. Je parlais plutôt de guerre civile. Non, parce que guerre civile de quoi ? Les gens armés en France, ils sont, en général, sont des illettrés, les mecs qui sont armés chez nous. Ils sont des illettrés, désœuvrés, mais qui veulent vivre comme les autres. Si on regarde le parcours de l'autre imbécile qui a été tué, des gens qui allaient faire leurs courses, pas des gens qui allaient, des militants qui étaient en train de dire des trucs. Les mecs allaient faire leurs courses, les mecs allaient acheter des bananes et des pommes. Le mec il les a tués au nom de je sais pas quoi. Mais si tu regardes le parcours de ce mec-là, il y a quoi dedans ? Il y a l'achat d'une Austin Mini, une bagnole branchée, la voiture qui le fait rêver. Il y a dans sa vie à lui-même, il y a les objets qu'ont tous les autres. C'est pas des mecs qui vivent à part, qui vivent dans un coin. Là, il a été quand même condamné à de multiples reprises, comme Mera, comme Koulibaly, dont on parle, comme Nemouche. C'est des voleurs d'autoradio. Ils ont été condamnés parce qu'ils voulaient avoir les mêmes objets que les autres, sans avoir travaillé à l'école et sans... alors celui-là, je crois qu'il s'était trouvé un boulot, mais sans se fatiguer, quoi. Leur vie s'arrête là. Mais leur modèle de vie, c'est exactement le même que les autres. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une PlayStation, une grande télévision, Internet, un lit 180, voire 2 mètres, voire 3 mètres de large. Ils veulent aller à Saint-Tropez l'été. Bon. Tu es confiant pour l'avenir de la France ? Ça tourne, la roue tourne. On va être obligé de baisser notre froc.
C'est un patron indien. Il y a eu une réunion l'année dernière, je crois, avec notre président actuel. Il y a un patron indien qui a dit un jour la France sera le pays dans lequel on viendra chercher la main-d'œuvre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on sera obligé de baisser notre froc. C'est très bien de faire des salariés qui gagnent 2500 € par mois. Alors que pour faire le même boulot, à l'autre bout de la planète, il y en a qui le font pour 300 €. Aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Alors on a trouvé des équilibres, une dette qu'on remboursera jamais, mais qui fait, alors on va arriver à 4000, à 5000, 6000 milliards de dettes. Mais à un moment, il faudra quand même qu'on ne pourra pas avoir 3 générations de gens qui ne travaillent pas, qui ne vivent que du RSA, que du je sais pas quoi, que du machin. Il faudra un moment qu'on travaille. Et pour travailler, le message, il est clair sur la planète. Pour travailler, il faut baisser son standard. Comme en Grèce, alors? Comme en Grèce, comme partout. Pourquoi les autres le font et pas nous? C'est le seul moyen de se relever, le seul moyen de dire à je sais pas quoi, à Sony, ils sont pas très en forme, mais bon, le seul moyen de dire à Sony, viens faire des, je sais pas quoi, des télés chez nous, c'est de dire on a une main d'œuvre qui peut faire le travail et qui est prête à le faire pour un prix qui vaut le coup. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise aux mecs, tu vois, quand tu fais fabriquer ton truc en Chine, t'es quand même obligé de payer le bateau pour que ça arrive jusqu'ici. Si jamais il est fabriqué, ce qu'on disait avant d'ailleurs, s'il est fabriqué chez nous, t'as juste un petit camion, tu les mets dedans et on peut, donc ce transport gigantesque, tu le fais pas. Et on va le faire pour un prix qui est concurrentiel. On sera obligé de faire ça. Mais quelque chose me dit que la CGT sera pas d'accord. Oui, mais la CGT ne sera pas d'accord jusqu'à ce que la CGT se retrouve sans personne. Aujourd'hui, il y a des zones dans lesquelles il n'y a plus de travail. Quand je dis il n'y a plus de... Tu sais, on emploie des termes, il n'y a plus de travail. Quand je dis qu'il n'y a plus de travail, c'est qu'il n'y a plus de travail. Il y a des villes chez nous, tu vois, les mecs, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas d'emploi. Il y a un boulanger qui emploie 2 personnes et il y a 50 emplois alors qu'il y a 30 000 personnes. J'exagère, mais il y a 10 000 ou 15 000 personnes. Il y a des zones où il n'y a pas de boulot. On sera obligé de travailler. On sera obligé de dire, voilà, quand je sais pas quoi, Ford va arriver en disant, nous, on veut bien faire une usine dans votre zone là parce qu'elle est bien placée, parce qu'il y a le train, parce qu'on a quand même, c'est nos ancêtres qui ont fait ça, ils ont fait le train, ils l'ont mis comme il faut partout. Notre TGV là, ça va pas bien en ce moment, c'était une belle truc. On avait juste oublié que c'était un truc qui revenait cher, et donc il faudrait faire payer cher pour prendre. Donc on a essayé de le faire un truc cher, mais pas cher pour ceux qui montaient dedans, en se disant qu'on allait faire de la dette et que c'est pas grave, on allait faire monter la dette. Puis là, à un moment, la dette de la France continue à monter, mais la dette alors c'est pas France Rail, parce que France Rail c'est juste le rail, puisqu'on a essayé de séparer les trucs pour que la dette soit juste d'un côté. Il y a un moment où voilà, le TGV ça va mal, parce que c'est un outil formidable, mais c'est un outil pour les gens riches. C'est un outil technologique formidable, mais il faut payer. On ne peut pas continuer à se dire ouais, on fait le train hyper technique, mais à 10 € pour aller à Marseille. À un moment, ça coûte pas 10 €, ça coûte 50 €. On ne peut pas dire aux gens tu viens pour 10 €. Alors on le fait en faisant de la dette. Après on prend les impôts des gens, hop, on remet clac, et puis mais ça. Donc aujourd'hui, on est obligé de dire la vérité. Voilà, le TGV c'est la merde parce que l'outil est formidable, il est fabuleux, mais on ne fait pas payer assez cher. Et quand on le fait payer un peu cher, les gens viennent plus parce qu'ils ne peuvent pas payer. Alors on a beaucoup parlé politique. Je sais pas si j'ai répondu. Si. On a parlé beaucoup politique, mais tu disais tout à l'heure qu'il y a 2 sujets dont on parle jamais, en tout cas on nous interdit, c'est la politique et la religion. Alors moi j'ai une question assez simple, comme je te le disais, je suis récent converti au christianisme. Qu'est-ce que la parole de... Curé de la paroisse là. Qu'est-ce que la parole de... On en a un de plus. Exactement. Qu'est-ce que la parole de Jésus? Est-ce que tu l'as lu déjà? Et qu'est-ce qu'elle t'inspire? Alors moi j'ai fait mon catèche, c'est Madame Dupuis qui m'a écœuré de ça, parce que c'était elle qui faisait le catèche. C'était la maman d'un des mecs qui était dans ma classe. Et c'est elle qui faisait le catèche tout le temps. Et donc la parole de Jésus, je l'ai entendue en regardant par la fenêtre, et en me demandant à quelle heure il allait arrêter de parler. Donc voilà, je ne suis pas très intéressé, je trouve que c'est très bien. Moi j'adore les lieux de culte, je n'aime pas les religions, quelles qu'elles soient, mais j'aime les lieux de culte. J'aime
les synagogues, j'aime les églises, les cathédrales. Bon, moi j'ai visité la Sagrada Familia, Il Duomo, la mosquée à San II, à Casa. Tu vois, j'aime bien les trucs. Par contre, le bon Dieu en lui-même, quel qu'il soit, honnêtement, je ne crois pas du tout. Par exemple, aimez-vous les uns les autres ou ne jugez pas si vous voulez pas être jugé On ne peut pas s'aimer les uns les autres. On en aime certains, mais on ne peut pas tous les aimer. Ce serait ne pas connaître l'être humain. Et ce serait donc un bon Dieu qui aurait créé l'être humain et qui ne le connaîtrait pas, quoi. L'être humain ne peut pas aimer tout le monde. On peut aimer certains d'entre nous. Qui se ressemblent, s'assemblent. Mais bon... Tu ne tueras point quand même, c'est sympa. Oui, tu ne tueras point, mais dans quelles circonstances? Le mec qui tue un enfant, moi j'ai envie qu'on lui coupe la tête. Tu es pour la peine de mort? Alors, je suis pour et contre la peine de mort. Je suis pour la peine de mort quand s'il s'agit de quelqu'un qui a commis quelque chose. J'ai dit je suis pour ou contre là. Tu as dit je suis pour et contre. Alors je suis pour si celui qui a commis un truc l'a commis, a fait un truc que je n'accepte pas. Quand les crétins là vont tirer sur des pauvres gens qui vont faire leurs courses ou qui font leur boulot pour gagner leur vie, pour acheter des Renault et les faire tourner dans le commerce, ces mecs-là, moi je suis content que la police vienne et que je suis content qu'on les ait pas sur les bras, qu'ils soient pas dans une prison en train de continuer à fabriquer d'autres copains et qu'on soit en train de payer pour qu'ils puissent bouffer, pour qu'ils puissent laver leur linge. Je suis honnête. Donc c'est une sorte de peine de mort, ça. Là, je suis pour. Si il s'agit de quelque chose qui me touche, de quelqu'un qui a un doute, pour moi, dans ma tête, je suis contre la peine de mort. Donc voilà, je suis parfois pour et parfois contre. C'est ça, en France, on en revient à la liberté d'expression. On n'a même pas le droit de dire ce que tu viens de dire, sans automatiquement être taxé de tous les... Moi, je m'en fous d'être taxé. Parce que ceux qui taxent sont simplement des gens qui réagissent à ce que tu dis, mais ils ne disent rien. Rajouter quelque chose, moi j'incite vraiment les gens à t'écouter sur Maurice Radio Libre, ça m'arrive de temps en temps et à chaque fois je retrouve le Maurice. C'est-à-dire que malgré tout, t'as pas changé. Est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir évolué pendant ces 20 ans ou ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu parles toujours de l'actualité ou de tes sentiments, ou tu fais des longues diatribes sur... je sais pas comment tu fais d'ailleurs, c'est un peu comme les joueurs de jazz, tu me fais penser aux joueurs de jazz qui font des choses complètement différentes, mais c'est pourtant toujours sur le même piano, donc tu utilises des mots, etc. Mais enfin, est-ce que tu te cultives d'une manière spécifique pour pouvoir traiter des thèmes ou c'est vraiment comme ça vient? Je suis journaliste moi de formation, donc je me renseigne et ensuite je me sonde. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose, je me précipite pas, on nous demande toujours de choisir notre camp. Il se passe le moindre truc, on dit alors t'es pour ou t'es contre? J'aime bien savoir de quoi on parle, qui a fait, comment, pourquoi, etc. Et une fois que je connais, que j'ai l'information, à ce moment-là seulement, je choisis, si je dois choisir un camp, je choisis un camp, une position, mais c'est une position qui est alimentée par quelque chose en quoi je crois. Je parle pas pour parler, je parle parce que j'ai un truc à dire. Si tu me demandes mon avis sur le football, j'ai pas d'avis sur le football. J'ai des réflexions, des trucs, tu vois, mais je trouve pas que ce soit nul ou que ce soit... Ça m'intéresse pas, voilà. Mais je vais pas dire, ouais, c'est des cons qui font... Mais tu vois, Qu'est-ce que tu penses du football, au fait? Je rigole. Non, je pense quelque chose justement du football. Je pense que le football permet à certains de nos illettrés aussi d'avoir une activité. Puis parce qu'il n'y a pas que des... J'ai pas dit qu'il y avait que des illettrés. Ils apprécieront. Il y a aussi des illettrés. Il y a aussi des mecs... ce que j'ai d'eux, moi, c'est pas leur football. Ce que j'ai d'eux, c'est quand ils ont des interviews, des trucs comme ça, c'est là que je les entends. Et là, il y en a, tu sens bien, bon, si ça comptait jusqu'à 8, peut-être même qu'ils font des impasses, tu vois. Mais ça leur permet ça permet à certains d'entre eux, certains de nos illettrés, d'avoir une activité professionnelle et de remettre du fric dans le commerce, hein, parce qu'ils achètent tous des voitures de luxe, des trucs. Et ça, c'est bien, ça fait rentrer la TVA, on en a besoin. Bien, donc moi j'incite vraiment à écouter, donc c'est mauriceradiolibre.com. On peut donner combien à Maurice pour qu'il continue son activité? On peut donner, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Il y a des gens qui donnent, je peux le dire, il y a des gens qui donnent, je crois que nos plus gros donateurs, ils doivent donner 2000. Il y a des gens ce sont des gens qui ont du pognon et qui se disent, je veux que le truc existe et donc parce qu'ils peuvent le faire, ils donnent ça.
Et puis il y a des gens qui donnent 5 euros ou 10 euros par mois, tu vois, qui sont enrôlés pour 10 euros par mois. Et l'esprit, alors il y a les factures, c'est une réalité, là, on a tant à payer, mais il y a aussi l'esprit. L'idée que quelqu'un écoute un programme et se rende compte sans être obligé, sans être forcé, qu'il faut qu'il y ait une économie derrière, une réaction d'adulte un peu, je trouve que c'est vachement bien. Je le dis d'autant mieux que c'est le même fonctionnement pour Enquête et Débat, justement. C'est gratuit, mais Je vais encore une fois rendre à César, c'est pas mon idée ça. C'est une idée que j'ai volée à quelqu'un qui me fait un petit peu la tête, non un peu moins aujourd'hui, mais qui m'a fait la tête pendant un petit moment. C'est une idée de Pierre Bélanger. C'est Pierre Bélanger, le patron de Skyrock que j'ai eu en 2000 ou un truc comme ça, ou plus tard, en 2005, qui m'a dit mais tu sais que tu devrais demander à tes auditeurs de participer, de donner du fric, sans les obliger, sans les forcer. Et j'ai embrayé là-dessus. Et puis bon, son idée c'était qu'on essaie de faire un truc ensemble à ce propos avec Maurice Radio Libre. Et dans la réalité, j'avais pas très envie, donc j'ai pédalé, j'ai donné un coup de pédale vite fait pendant qu'il regardait derrière, et ça lui a pas plu, Pierre, et je le comprends d'ailleurs. Il a eu raison, mais c'est quand même son idée. Alors dernière question, est-ce que tu te vois faire ça longtemps encore, ou est-ce que tu en auras pas marre à un moment, ou faire autre chose, que tu as d'autres projets? Tu sais, j'adore la modernité et j'aime bien que les gens choisissent. Ce qui est génial dans Maurice Radio Libre, c'est que les gens qui écoutent sont des gens qui choisissent. Tu peux pas dire c'est quoi ce mec qui vient parler, tu vois. Ce qu'on pouvait dire à certains moments quand j'étais sur Sky ou quand j'étais sur une autre radio. Tu le disais toi-même, les gens pouvaient éteindre leur bouton aussi. Hein. Oui, les gens pouvaient éteindre, mais les mecs pouvaient dire ça. Ce que j'aime là-dedans, c'est ne pas avoir tout le monde. Qu'il y ait plutôt c'est une clientèle un peu spé, quoi, tu vois, un peu particulière. Et de gens qui viennent pour écouter. Enfin, tu vois, ils savent ce qu'ils viennent foutre, quoi. Tu vois, c'est un stage de mécanique, il n'y a pas un mec qui dit ah ouais, on va se salir les mains alors. Tu vois, les mecs ils savent qu'ils vont se salir les mains, ils se sont coupés les ongles avant de venir. Et je sais pas si je m'éloigne de ta question de départ, mais c'est ce qui me plaît dans le principe. Et c'est ce qui me donne envie. Je suis excité là. Tout à l'heure, je vais faire l'émission. Je suis excité. J'adore faire ça. J'adore cette rencontre en fait avec les gens de chez nous et de pouvoir faire un truc qui est différent de ce qu'on peut. Je suis pour que les autres continuent à faire ce qu'ils font. Parce que moi, je veux pouvoir faire ce que je fais dans mon coin. Si tout le monde fait ce que je fais, je ne présente plus d'intérêt. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce que tu fais. Je vais encore le faire aussi longtemps que financièrement, techniquement, on pourra le faire. Si un jour, économiquement, on n'a plus les moyens de le faire, j'arrêterai. Mais ça va me manquer. Eh ben, soutenez Maurice et merci d'avoir accepté cette interview. Donc bonne émission ce soir. Et puis à bientôt, peut-être aux US ou ailleurs. Le monde est grand. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et puis à une autre fois sur Enquête et Débat. Salut Maurice. Ciao.